thème d'aujourd'hui, c'est la sensorialité et l'autisme, bon, et puis surtout dans les troubles neurodéveloppementaux. Alors, je travaille beaucoup sur la sensorialité, effectivement, comme base au développement. Donc aujourd'hui, le thème, c'est plutôt la sensorialité comme base à la prise en charge. Alors, on va commencer de suite pour essayer de décrire un petit peu les organes sensoriels pour ceux qui ne connaissent pas trop la sensorialité. Donc à quoi ça sert déjà? C'est pour effectivement interagir avec son corps et ensuite pour pouvoir faire de l'interaction avec l'environnement et que le corps rentre aussi en interaction avec l'environnement. Alors sur le plan sensoriel, vous connaissez bien la vision ou les visions, puisqu'on a des visions focales et périphériques qui ont des fonctions complémentaires. Au niveau développemental, la vision périphérique est plus précoce que la vision focale, qui s'optimise vers 7 mois. Donc la vision périphérique, c'est une vision de localisation, elle appartient au sens du mouvement, donc elle repère les mouvements des objets dans l'espace. Et la vision focale, c'est plutôt une vision de position. Alors, ensuite, on a l'audition qui repère à la fois de l'intensité des sons, donc avec les décibels, et puis aussi des fréquences, hautes fréquences ou basses fréquences. Ensuite, vous avez la somesthésie. Alors, somesthésie, c'est beaucoup de choses. Il y a une somesthésie superficielle avec le tact superficiel et une somesthésie plus profonde avec le tact profond, la nociception ou douleur et la thermoception ou la température. Et puis, vous avez la gustation et l'olfaction comme des extérocapteurs. Ici, j'ai mis extérocapteur versus intérocapteur. Donc, la gustation et l'olfaction, elles permettent aussi de repérer à la fois les aliments, les textures, les températures. Et puis, l'olfaction nous sert un petit peu, beaucoup plus chez l'animal pour le repérage de son territoire. Ensuite, nous avons dans un autre chapitre la proprioception qui fait partie de l'interoception. Donc, qu'est-ce que c'est que la proprioception? Il y en a plusieurs, en fait. On parle souvent de proprioception vestibulaire pour le repérage des mouvements de la tête dans l'espace et pour la régulation du mouvement des yeux aussi, de l'oculomotricité. Donc, c'est important parce que chez les autistes, en fait, on verra que souvent, ils utilisent des mouvements de tête pour réguler leur mouvement, leur position, la position de la vision focale. On parle souvent de stéréotypie, mais en fait, c'est des stéréotypies perceptives en fait, qui apparaissent. Alors le vestibule, très important pour la verticale, pour le contrôle des fonctions sensorimotrices, posturomotrices. Et puis il y a une proprioception, je crois que c'est Vincent qui en a beaucoup parlé, là, donc je pense que vous êtes initié maintenant, concernant la proprioception musculo-tendineuse. On parle beaucoup du muscle, mais on ne parle pas de la relation du muscle avec le tendon, et le tendon en relation avec l'os, avec l'ossature. Donc moi je travaille beaucoup en fait sur le musculo-tendineux parce que certaines recherches m'ont amené à voir que les personnes autistes et autres en fait qui ont des problématiques neurodéveloppementales, elles ont aussi beaucoup de problématiques pour la régulation des forces d'action, ce qu'on appelle le tonus d'action psychomote. Alors ensuite vous avez une proprioception articulaire, donc pour la conscience des mouvements. Et puis une proprioception viscérale, on n'en parle pas beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de problématiques gastro-intestinales chez les personnes autistes, qui finalement, du fait qu'ils n'expriment pas tellement leur douleur, ça va peut-être aussi des fois avoir un impact sur les problématiques de comportement. Alors, à quoi ça sert les sensorialités? Il y a 3 fonctions principales. Donc d'abord, c'est une interface entre le corps et l'environnement. Donc déjà, c'est un système d'alerte. Système d'alerte, donc il a une fonction de régulation émotionnelle pour l'instinct de conservation et de survie. Donc effectivement, si on est toujours en panique, on est toujours finalement dans un système d'alerte et les sensorialités peuvent, surstimuler les systèmes de régulation émotionnelle. Et chez les autistes, on voit qu'il y a des taux de cortisol très élevés souvent chez eux. Alors surtout dans les hypersensibilités, on en a un peu évoqué sur la présentation précédente. Si vous avez des hypersensibilités, vous avez des phénomènes de douleur perceptive ou sensorielle, et finalement vous êtes toujours en système d'alerte. Donc ça explique en fait une dérégulation de la fonction émotionnelle chez les autistes. Alors à quoi ça sert les sensorialités? Pour les apprentissages, on a effectivement les yeux, les oreilles, les doigts, le cutané, etc. C'est pour permettre de reconnaître ou de discriminer et d'identifier. Donc pour développer la régulation des fonctions perceptives et cognitives.
Ensuite, ça sert à construire l'espace. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, la construction de l'espace, c'est-à-dire pouvoir s'orienter dans l'environnement, et puis aussi pouvoir s'orienter sur son corps. Alors, à l'apogée, on a beaucoup parlé de motricité. Donc, pour l'apogée, finalement, de l'intégration sensorielle ou multimodale, on a le développement des habiletés motrices. Donc, pour effectivement capter un ballon en mouvement à une certaine vitesse, il faut vraiment avoir un niveau d'expertise très élevé. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau s'entraînent tout le temps, finalement, pour utiliser leur praxis, mais je pense aussi pour développer de la proprioception. Maintenant, à Decathlon, je crois qu'ils font des vestes lestées ou des vestes avec pression aussi pour les sportifs, pour développer leur proprioception. Alors, nous sommes dans un monde de perception. Ça veut dire que le cerveau, c'est un calculateur biologique, quelque part, qui traduit et interprète les signaux sensoriels afin de créer à tout prix une cohérence perceptive. Alors, à tout prix, ça veut dire que lorsque vous voyez cette image, je ne sais pas si vous voyez cette image statique ou dynamique. Elle est dynamique pour vous, mais pourtant elle ne bouge pas. Donc c'est votre cerveau qui interprète. Pourquoi? Parce que c'est votre vision périphérique qui est surstimulée. Donc il suffit simplement que votre vision de fixation aille sur un petit point noir comme ça pour que l'image soit statique. Donc les hyperfocalisations chez les autistes ne viendraient-elles pas quelquefois du fait que leur vision ambiante est un petit peu surstimulante? Donc des questions se posent au niveau de l'univers perceptif des autistes. Bon, on pense en fait que ça n'arrive qu'aux humains. Donc par contre, le chat lui-même, écoutez, il voit bouger comme vous. Alors par contre, son cerveau frontal ne lui permet pas peut-être de se contrôler. Donc quelques impulsivités suite à des manifestations perceptives un peu incohérentes, ça peut arriver peut-être à certains autistes. Voilà, bon, je vais pas aller à fond parce qu'il finit quand même par carnager la feuille, comme on dit, à Marseille. Il n'a aucune pitié. Donc vous voyez qu'il y a une attractivité, un effet presque de fascination, parce que ce qui est important, c'est un peu ce que Bogdachina nous a dit, c'est-à-dire oui, il y a des dysfonctionnements sensoriels, mais il y a des particularités aussi de fonctionnement qui fait que les comportements ne sont pas que issus de dysfonctionnement, mais de particularités perceptives aussi. Alors, voilà, donc, je vous l'avais dit. Alors ensuite, la cohérence perceptive, donc qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez peut-être un visage? Non, c'est pas un visage, c'est un évier avec un robinet. Donc vous avez une forme de gestalt, c'est-à-dire que vous avez une organisation spatiale, visio-spatiale, qui crée une représentation. À tout prix, le cerveau, il veut donner des représentations, quitte à dire n'importe quoi. Ok? Ou quelquefois, il crée une cohérence perceptive, mais quelquefois, il crée une incohérence perceptive et il n'arrive pas du tout à réguler ces images-là. Par exemple, des enfants autistes ou autres qui ont des diplopies, ça veut dire que leur cerveau n'arrive pas à faire fusionner les images rétiniennes et puis ça peut donner des sortes de visages un peu monstrueux comme ça. Alors, on va faire une petite expérience. Donc, vous voyez ces beaux visages. Donc, qu'est-ce que c'est que la discrimination d'un visage? C'est une organisation visio-spatiale. En fait, vous regardez des triangulaires au niveau des visages, en fait, pour reformer une cohérence perceptive, finalement. Alors, c'est votre vision focale qui crée ça. Votre vision focale, on a vu dans le eye tracking, en fait, des personnes autistes qui avaient quand même des difficultés, des points de fixation. Alors, imaginez que votre point de fixation, il va se figer ici et que vous allez traiter des informations visio-spatiales en périphérique. Donc on va voir si effectivement vous allez voir les mêmes visages ou pas. Donc vous allez regarder bien votre vision ici. Et puis on va voir les têtes des belles stars hollywoodiennes. Ok, fixez bien ici. Et quand vous le désirez, quand vous allez voir les déformations des visages, vous pouvez recalibrer votre vision focale sur les visages pour retrouver une cohérence perceptive. Voilà, donc votre vision périphérique, elle n'est absolument pas faite pour voir des beaux visages. Donc imaginez que le matin, vous allez travailler en institut avec des autistes qui ont des déficits en vision focale. Ce n'est pas la peine de bien vous coiffer. On va s'arrêter là, parce que c'est le musée des horreurs. C'est le vrai visage des stars hollywoodiennes, en fait. Alors, on va devenir un poil plus sérieux, pas trop, parce que, bon, ça a déjà été dit.
Alors, dans les problématiques sensorielles et perceptives, Miller nous dresse une nosologie, c'est-à-dire une classification. Donc, dans cette classification, vous avez bien sûr l'intégrité du récepteur sensoriel. Hein, vous pouvez avoir une hypermétropie, une myopie, etc., ou un problème ORL. Donc, une personne autiste, il peut avoir, comme tout le monde, hein, des problèmes de santé. Hein, c'est pour ça que les autistes ont une espérance de vie qui ne dépasse pas 54 ans, je crois, parce qu'on néglige souvent leurs problèmes somatiques. Alors, on a effectivement des discriminations sensorielles dans ces processus. Donc, la métacatégorie, c'est les dysfonctionnements des processus. Ensuite, vous avez donc le sensorimoteur avec les phénomènes donc, de dysrégulation des processus sensorimoteurs, donc visio-moteur, oculomoteur ou posturomoteur, par exemple. Et puis, vous avez ce qui va le plus intéresser la base de l'évaluation pour la sensorialité, c'est les troubles ou les dysfonctionnements de la modulation sensorielle. Donc, on a des questionnaires que l'on verra tout à l'heure qui permettent d'évaluer l'état de la modulation sensorielle. Vous avez de toute façon une classification théorique, et je dis bien théorique, qui a été énoncée par Jane Hertz et après par Dunn, donc qui classe en fait les 3 troubles en gros de la problématique de la modulation sensorielle au travers de l'hypersensibilité, de l'hyposensibilité et des phénomènes de recherche. Alors concernant la recherche, souvent Dunn dit qu'on recherche des sensations parce qu'on est hyposensible. Alors il faut savoir que c'est une vision très limitative, puisque dans l'expérience, vous pouvez avoir des surfonctionnements perceptifs aussi, ou sensoriels. C'est plus Motron qui développe ce type de notion. Et puis Bogdachina parle aussi de fonctionnement perceptif spécifique chez les autistes, qui expliquerait des recherches aussi, des comportements de recherche. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup de problématiques sensorielles chez les autistes? Parce que finalement, elles sont présentes dans une proportion beaucoup plus grande que dans les pathologies du développement ou dans les troubles d'apprentissage. Mais quand même, on en trouve dans des tableaux de dyspraxie ou de dyslexie, et on en trouve aussi dans des pathologies du développement, comme des troubles d'acquisition des coordinations motrices, par exemple. Voilà. Mais on en parle beaucoup plus chez les autistes parce qu'on a jusqu'à une occurrence jusqu'à 90%. Hein, c'est-à-dire que 9 autistes sur 10 peuvent avoir des problématiques de sensorialité, à plus ou moins grande échelle, on va dire. Alors, les typologies académiques, c'est que vous avez des profils d'hypersensibilité qui vont créer donc des phénomènes d'aversion et des comportements défensifs, de fuite, d'évitement, etc. Vous avez une typologie d'hyposensibilité qui va créer plutôt des négligences, des passivités, des problématiques d'initiation, etc. On remarque beaucoup plus l'hypersensibilité parce qu'elle fait naître des fois des épisodes d'agressivité, de violence. Mais il peut y avoir quand même des comportements problèmes de passivité, hein, des gamins qui restent toute la journée dans un endroit en train de stéréotyper. Ils peuvent effectivement avoir des hyposensibilités importantes, donc il faut considérer aussi cet état-là. Au niveau des recherches, on parle beaucoup plus maintenant d'autostimulation, de stéréotypie ou d'autostimulation. Alors dans la vision de Dunn, c'est pour contrer les effets de l'hyposensibilité, mais ce n'est pas uniquement ça. Et puis vous avez des profils mixtes, c'est-à-dire que, comme l'a été énoncé dans la présentation précédente, vous avez une variabilité plurimodalitaire. Vous pouvez avoir une hyperacousie, c'est-à-dire une hypersensibilité acoustique, et vous pouvez avoir aussi une hyporéactivité tactile profonde, par exemple. Donc le profil sensoriel va nous aider à essayer de comprendre au mieux le profil global de l'enfant dans ces différents types de sensorialité. Alors pourquoi il est important? Parce que souvent, en fait, il est décrit dans la littérature souvent des hyperacousies. Donc ça, c'est les hypersensibilités. Il y a aussi des problématiques sensorielles visuelles qui sont assez présentes. Donc, il peut y avoir par exemple l'effet scotopique ou le syndrome d'Irlen, c'est-à-dire le fait d'être photosensible. Donc il y a des lumières par exemple dans certains environnements comme des néons, etc., qui sont vraiment à prohiber et qui créent des perturbations de la concentration et qui peuvent même développer des problématiques comportementales. On parle beaucoup aussi des hypersensibilités tactiles, superficielles, concernant, il faut enlever les étiquettes par exemple pour les enfants autistes, il faut essayer d'aménager, si vous voulez, des environnements au niveau des textures, etc. Mais on ne parle pas beaucoup de la proprioception, donc c'est une étude que j'ai menée sur 30 enfants autistes, et en fait la plus grande proportion, jusqu'à 85-90% d'occurrences, ils ont des problématiques de proprioception musculo-tendineuse. Donc ça pourrait intéresser certains concernant la présentation précédente.
Alors c'est très important parce que si vous voulez, cette proprioception, c'est à la base de la programmation motrice, on va dire, ou en tout cas du développement moteur. Et on retrouve beaucoup d'enfants autistes qui ont des gros problèmes de fonctionnalité motrice. Et j'ai vu des tableaux déficitaires. Lorsqu'on a commencé à faire du travail sur la proprioception musculo-tendineuse, ils ont commencé à tenir des stylos, à écrire. Et finalement, c'est des enfants qui ne sont pas sortis de leur autisme, en tout cas qui ont adapté des habiletés motrices qu'ils n'auraient pas pu faire auparavant. Alors, il faut faire rejoindre les problématiques de sensorialité au développement. Ce n'est pas que sensorialité égale trouble du comportement. Ici, vous avez donc la pyramide des apprentissages de Williams et Schellenberger, où ils disent la base du développement de l'enfant, c'est quoi? C'est les sensorialités. Une fois que vous avez intégré des informations sensorielles, vous allez développer de la motricité. Donc tout ça, ce sont les processus, schéma corporel, sécurité posturale, conscience des deux parties du corps, maturité des réflexes, etc. Le développement sensorimoteur dépend d'une bonne intégration sensorielle. Donc vous savez très bien que le développement sensorimoteur, c'est entre 0 et 2 ans, et que si entre 0 et 2 ans, vous n'avez pas des capacités sensorimotrices et psychomotrices suffisantes, vous allez inexorablement vers des problématiques d'apprentissage. Donc vous avez ici les tâches perceptivo-moteurs, c'est l'association des sensorialités et la complexification des fonctions motrices, avec par exemple la coordination œil-main, le contrôle oculomoteur, les ajustements posturaux, etc. etc. Donc quand on arrive en haut de la pyramide, vous avez les fonctions de l'intelligence cognitive qui sont potentialisées, d'ailleurs on le sait très bien avec Piaget, qui sont potentialisées grâce au stade sensorimoteur. Donc toute l'opérationnalité et l'accès aux fonctions des apprentissages, c'est-à-dire la régulation du comportement, l'autonomie au quotidien et les apprentissages scolaires, sont fonction finalement d'une bonne intégration de les tâches perceptivo-moteurs, sensorimoteurs. Et si vous avez des troubles sensoriels précoces, vous avez plus, j'allais dire, de chances de développer des problématiques d'apprentissage. Alors l'évaluation de la modulation sensorielle, comment se fait-elle? Elle se fait avec des questionnaires. Donc le plus connu, c'est le questionnaire de Dunn, qui dit être valide, mais bon, on pourra en discuter hors coulisses. Mais en tous les cas, profil sensoriel 1 et profil sensoriel 2. Donc Dunn, qu'est-ce qu'il nous propose? Il nous propose simplement des questions sur le comportement de l'enfant, se met les mains sur les oreilles par exemple, et on doit dire oui ou non s'il se met les mains sur les oreilles, et si on dit oui, à quelle fréquence? Est-ce que c'est toujours? Est-ce que c'est parfois? Etc. Donc c'est un questionnaire qui jauge de l'occurrence d'un comportement et qui est relié à une modalité sensorielle. Donc l'hypersensibilité acoustique, par exemple, on aura l'hypersensibilité visuelle, l'hypersensibilité olfactive, etc., etc. Mais c'est une échelle en fait qui ne développe que des dysfonctionnements. C'est-à-dire que Bogdachina, elle va un petit peu plus loin. Elle nous dit bien sûr qu'il y a des dysfonctionnements neurologiques, mais par contre il y a aussi des particularités perceptives. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que la personne autiste finalement avec des dysfonctionnements qui barre son adaptation, mais qu'il a aussi des capacités auto-adaptatives et qu'il a aussi des particularités qui peuvent être aussi des atouts. On parle par exemple d'hyperacuité. Il y a des autistes qui ont des hyperacuités olfactives. Ils pourraient travailler pour des boîtes de parfums ou être onologues, etc. Alors, ceci pour dire que c'est bien de déceler les dysfonctionnements, mais c'est mieux aussi de déceler les particularités de fonctionnement sensoriel et perceptif. Alors j'ai développé en juin 2019 une application, parce que là ce sont des questionnaires papier. Des questionnaires papier, donc celui-ci en fait il n'est pas quantifiable, celui-ci est quantifiable, mais il est très voué au dysfonctionnement. Et puis nous on a développé avec un ami informaticien une application Android PC Mac qui permet en fait de procéder à l'évaluation de 4 processus. Donc les 2 processus communs aux échelles de Dunn et de Bogdachina que sont l'hyper et l'hyposensibilité. Mais vous avez aussi l'hyperfonctionnement sensoriel ou le surfonctionnement de Motron, qui est à l'origine en fait de recherches très importantes de la part des enfants autistes qu'on appelle des autostimulations. Et puis vous avez aussi un processus perception qui va jauger en fait des difficultés à réguler sa perception et ayant des incidences en fait sur les comportements. Par exemple, au niveau visuel, il y a beaucoup d'enfants autistes qui mettent les yeux en coin avant de vous regarder.
Et en fait, on s'est posé la question de pourquoi ils mettaient les yeux en coin. Souvent, c'est pour optimiser leur vision de fixation. Donc pour nous, mettre les yeux en coin, c'est un problème de perception visuelle, de la vision focale. Il y a des enfants autistes, par exemple, qui, avant de vous regarder, ils vont faire tourner des objets où, en fait, ils vont mettre leurs mains comme ça devant les yeux. Ils vont surstimuler leur vision ambiante, en fait, souvent, pour essayer aussi de mieux vous voir. Au niveau musculo-tendineux, par exemple, il y a des personnes autistes, en fait, qui n'arrivent pas du tout à réguler la force au niveau de leurs mains. Donc ça, c'est des problèmes de perception musculo-tendineuse. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce processus perception. Alors, les bénéfices, entre guillemets, de cette application, que je vais un peu vous présenter tout à l'heure, c'est une ergonomie d'utilisation. Il faut savoir que pour faire passer un done du début jusqu'à la fin, plus la rédaction du bilan, il faut à peu près 4 à 5 heures. Donc l'automatisation de calcul et aussi de gestion du rapport PDF nous permet de faire passer un bilan à peu près en 1h15. Donc c'est un gain de temps assez appréciable, surtout pour les libéraux. Donc on a une automatisation de calcul, c'est-à-dire qu'on va avoir une lecture directe des résultats par une représentation graphique. Et on va avoir aussi la possibilité de définir un profil de dysfonctionnement et de fonctionnement spécifique pour l'extéroception et l'interoception. Alors ceci, ça va nous aider à faciliter donc la lecture des résultats et la mise en place de protocoles adaptés, spécifiques à la problématique rencontrée. Parce qu'il faut savoir que la plupart du temps, donc nous on a un deuxième épisode, c'est-à-dire que la prochaine application, ça sera de sortir en fonction des résultats les protocoles adaptés pour pouvoir donner des solutions professionnelles, des solutions de travail aux professionnels, ce qui n'est pas le cas dans le profil de Dunn, où vous avez un enfant qui est diagnostiqué avec des problématiques sensorielles, point barre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? À vous de faire, et donc ce n'est pas évident de s'en sortir. Alors notre perspective, c'est aussi d'exploiter les données de SensoEval pour les mettre dans une autre application qui s'appelle SensoStat, pour nous permettre en fait de développer des études concernant différents types de pathologies, TSA, TDAH, dyspraxique, sur le plan statistique. Voilà. Donc après, on cherche des collaborateurs pour développer des évaluations et des cohortes. Alors, je vais essayer de vous montrer un petit peu un exemple juste avant de vous montrer comment on peut travailler avec l'application et mettre en correspondance un exemple de protocole. Donc ici, je ne sais pas. Moi, je vois très bien, c'est ça. Et vous, non? Des petits bugs. Alors, attendez. Peut-être que ça va marcher. Oui. À Windows, hein. Bill Gates, il est millionnaire, mais je ne sais pas pourquoi. Alors, du coup, donc vous avez ici un patient qui s'appelle Lucas, qui a 8 ans. Donc Lucas, c'est un gamin qui est décrit comme... Donc il est autiste au départ, bon ça fait 3 ans que je l'ai suivi, je ne vais pas vous raconter son historique. Donc on va dire qu'il s'en est très bien sorti, mais il lui reste aussi, il est beaucoup hyperkinétique, il a des troubles d'attention, et des fois il a des crises émotionnelles encore. Voilà. Donc je me suis dit, tiens, après 3 ans, je vais lui faire passer un petit bilan, voir ce que ça donne. Donc ici, vous avez une fiche, effectivement, que vous pouvez remplir sur le patient, hein. Donc on a fait passer un petit bilan. Donc ici vous avez une introduction, à chaque fois vous ouvrez, vous tapez votre introduction. Alors sur tablette et smartphone, vous pouvez aussi utiliser par dictaphone, c'est assez intéressant. Vous voyez, vous pouvez voilà, vous valider à chaque fois, etc. Donc vous avez votre questionnaire, bon, on ne va pas vous le montrer, et ensuite il y a la synthèse graphique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a fini le questionnaire, vous avez tous les résultats, toutes vos questions, suivant les modalités sensorielles. Ici, vous avez le processus d'hyperréactivité, les 4 questions qui sont posées, hein. Ici, l'hypo, ici, l'hyperfonctionnement, donc vous avez la vision focale et périphérique, c'est pour ça qu'il y a plus d'items. Et ici, vous avez la perception aussi, qui concerne ici la vision focale et la vision périphérique. Voilà, donc du coup, on va regarder simplement notre synthèse, hein, parce que là, c'est question par question dans les modalités extéro et intéro.
Et là, on va regarder en fait nos résultats globaux. Donc vous voyez que le gamin, il n'a rien, quoi. C'est-à-dire que quand on est sous les pointillés ici, on est en zone typique. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a aucun souci. On est entre 0 et 25% de réponses positives aux questions. Par contre, lorsqu'on va baisser sur les modalités extéroceptives, on va s'apercevoir de quoi? Ben, que l'on a ici un histogramme avec une petite ligne rouge que l'on appelle, c'est un calcul de ce qu'on appelle la moyenne pathologique. Et en fait, quand on est au-dessus de cette moyenne pathologique, ça veut dire qu'on a une problématique sensorielle avérée. Donc la problématique sensorielle avérée, elle concerne l'hyperfonctionnement de la modulation vestibulaire ou du sens du mouvement. Ah, il est hyperkinétique. Donc ça veut dire que les questions qui sont issues du questionnaire corroborent finalement à l'observation clinique de l'enfant. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, comment on va faire avec ce petit pour essayer de le stabiliser? Parce qu'il a un potentiel cognitif, il peut se mettre au tableau pour travailler et au bureau pour travailler. Alors un jour, il arrive en fait comme une furie dans le cabinet. Ah, je sais pas, à partir du début. Voilà, on va refaire. Donc il arrive en fait très rapidement dans le cabinet. Je me suis dit, tiens, je vais développer avec lui un protocole. Voilà, et on va voir ce protocole. Donc j'essaie d'appliquer en fait des principes d'intégration sensorielle pour essayer de calmer son hyperkinésie. Donc l'application dans le cas d'un profil d'hyperfonctionnement vestibulaire, entravant la concentration et la mobilisation cognitive. Donc l'enfant, il est mis dans le hamac et on va essayer de diminuer son hyperkinésie, son instabilité émotionnelle et comportementale pour essayer de le rediriger sur des tâches cognitives. Alors ce sont des protocoles qui sont absolument très simples, mais comme tout protocole, il est standardisé, c'est-à-dire que c'est pas de le mettre dans un hamac et de faire n'importe quoi. Hein. Donc il y a des choses particulières qu'il faut essayer de conserver pour que le protocole se passe bien. Alors, tu es bien dans le hamac? Donc, tu es bien dans le hamac. J'essaie de lui tirer des informations sur les sensations qui lui font du bien. Et après, de le faire introspecter sur induire un état de relaxation chez lui. Alors, est-ce qu'il est bien, Lucas? Ah. Oui? On va se calmer. Ah, alors là, le hamac, hein. C'est impeccable, hein, le hamac. Qu'est-ce que tu penses du hamac? C'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est bien? Et pourquoi c'est bien? Parce que c'était bien de balancer. Ça fait du bien de balancer, donc il a intégré Ah, c'est bien de balancer? la sensation, il arrive à la Ça traduire. fait quoi de balancer? Alors, ça, c'est plus compliqué. Ça fait quoi de balancer? Ça fait quoi de balancer? Hein, Lucas? Tu peux me dire ce que ça fait de balancer? Ça fait du bien? Oui? Ça calme? Alors voilà, là je commence à induire un effet Ça calme pas? de relaxation, et vous allez voir ce que Ça ça a va l'air faire. calme là, hein? Il va pas s'endormir, mais il va complètement capoter, quoi. Ça a l'air super calme. Toi qui es tout le temps en train de bouger, là tu bouges plus là, hein? Là tu es calme, hein? Donc les oscillations lentes, des fréquences lentes, toujours dans la même direction. Et notre Lucas au pays des merveilles. Voilà. Donc en fait, il va faire comme une micro-sieste, mais c'est un état de relaxation parce qu'il tient toujours là, vous voyez, il ne s'endort pas. Hein. Et la deuxième phase, ça va être en fait quand il va se réveiller, enfin quand il va réémerger, on dirait qu'il a oublié finalement son état interne qui était un peu perturbé au départ, parce qu'il y avait une hyperkinésie. Des fois, l'hyperkinésie, c'est des facteurs d'instabilité psycho-émotionnelle qui entraînent ça. Et je vais lui proposer des images. Donc des images qu'il connaît, qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est ça. Donc c'est un peu, je vais le rééveiller sur le plan cognitif. Donc je le montre pas trop parce que la salle s'endort en général à ce moment-là. Donc ça va durer une dizaine de minutes. Donc moi je suis pas pressé, je suis thérapeute en intégration sensorielle.
Donc l'intérêt pour moi, c'est de lui représenter pendant 2-3 séances ce protocole, d'avoir les mêmes effets. Et ensuite, la 4e fois, il est venu, il m'a dit non, c'est bon, j'ai plus besoin du hamac, je peux travailler. J'ai dit comme tu veux, mais tu peux le prendre si tu as envie. Donc c'est un système de ressources en fait hein, pour les personnes. Ça permet à ce qu'ils arrivent à trouver un moyen d'autorégulation. Donc ensuite, une fois qu'il est réveillé, donc je lui fais des images dans le hamac parce qu'il ne veut pas quitter le hamac d'un seul coup, hein, il était vachement bien. Et après, donc, pour essayer de prolonger cet effet au bureau, je l'installe sur un ballon d'assise. Donc il va commencer à se balancer un petit peu, et puis il va se stabiliser finalement sur le ballon d'assise, qui aussi lui donne des informations vestibulaires. Voilà, donc là, il est en train de faire un jeu de graphisme. Alors, vous voyez qu'il a aussi une petite posture au niveau des doigts un peu bizarre. C'est un enfant qui ne voulait pas écrire. Et je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais il y avait une dérégulation dans le profil sensoriel. Hein. Il y avait la perception de la régulation de la force des doigts qui était déréglée aussi. Donc l'évaluation sensorielle, ça nous permet ensuite de mettre en place des protocoles. Et ici, dans la gestion émotionnelle, pour lorsqu'il y a des capacités cognitives chez des enfants autistes, hein, pour essayer de les potentialiser. Alors on peut transférer le ballon d'assise en classe, si l'instit est d'accord. Sinon, on va trouver d'autres moyens comme un coussin, un dinaire, etc., pour essayer de transférer l'effet dans les situations d'apprentissage à la maison comme à l'école. Donc vous voyez qu'ici, le gamin, il est concentré, hein, il arrive à se concentrer. Et puis il y a un petit jeu aussi ici qui s'appelle Xumai. Ça lui permet en fait d'avoir des lignes de tracé et donc de faciliter son graphisme, en tout cas de s'amuser à faire des belles productions graphiques. Alors je reviens sur Sensoeval. Donc vous voyez, il y a pas mal de patients. Je vais terminer. 2 minutes. On est bon. Donc ici, vous avez un patient qui s'appelle Thiago. Thiago, lui, il est dysgraphique. Voilà, donc vous voyez au niveau visuel que l'on a déjà... Ah, vous ne voyez rien du tout. Dès qu'on passe d'une appli à l'autre, ça met le souk. Voilà. Donc sur le plan visuel, vous voyez ici qu'il y a des problématiques. Donc on va passer à la synthèse directement. Donc ici, vous avez des problèmes de perception visuelle. Donc on va voir lesquels. Et ici, vous avez une problématique, ici surtout, de perception musculo-tendineuse. Donc sur le plan visuel, donc, ici, musculo-tendineuse, si on revient dans les items, c'est tout ce qui est régulation de la motricité au niveau des doigts. Donc ça expliquerait les problèmes de tenue de stylo et de forçage pendant l'écriture. Alors concernant la vision, voilà. On a ici, en fait, la vision focale et la vision périphérique. En vision périphérique, il n'y a pas de souci. Par contre, en vision focale, on voit qu'ici, il y a un problème au niveau perceptif. Donc, le bilan orthoptique, on a fait des préconisations d'un bilan orthoptique avec ça. Et effectivement, il avait des problèmes orthoptiques. Donc, je reviens. Donc, le jeune Thiago, on lui a fait un protocole parce qu'il forçait beaucoup au niveau de sa main gauche. On l'a appliqué dans le cas d'un profil de dysfonctionnement de la perception musculaire musculo-tendineuse. On lui a mis des vibrations musculo-tendineuses. Voilà. Donc, je vais juste vous faire écouter son témoignage sur l'effet des vibrations.
Alors dis-moi, alors qu'est-ce que ça t'a fait alors les vibrations? Tu peux me répéter s'il te plaît? Les vibrations, ça m'a donné envie de dormir, c'était rigolo. C'était rigolo. Et comment tu ressens tes bras? Ils sont pareils avant ou après les vibrations? Ils sont pas pareils, ils sont plus légers. Et après, si on m'a fait vibrer la main et que après j'écris, en fait, je force plus. Voilà, donc il ne force plus, donc ça veut dire qu'une bonne séance de vibration musculo-tendineuse permet finalement de l'aider. Donc juste en conclusion, l'évaluation permet le diagnostic des dysfonctionnements de la modulation et de la spécificité du fonctionnement perceptif. Savoir évaluer, ça permet de prendre conscience du vécu sensoriel et perceptif pour potentialiser la qualité de vie sur le plan de la gestion de l'impact affectif, émotionnel, comportemental, moteur et cognitif des problématiques sensorielles. Et puis voilà, donc je vous encourage à vous informer et à vous former, surtout dans le cas de troubles neurodéveloppementaux. Merci beaucoup.